soleil. Hein. Je t'invite à te mettre là. Bonjour. Tu es seule? Ouais. On va se mettre à côté de toi. Sophie, mon épouse. Donc, je sais pas ton prénom. Alexis. Alexis Hamelin qui vient prendre le 3e bataillon. Ah bah c'est ça. Elle est là, maman. Mais ils sont tous là, les petits. Elle a son ticket? Maman, je lui ai donné son ticket, ouais. Hey. Elle est où, maman? Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Je l'ai pas vue. Salut, elle. On va se mettre avant derrière, parce qu'en fait, on les deux passes derrière. Ouais, vous aurez de l'ombre. Ouais, mettez-vous là, parce que Mon général, mesdames, messieurs, l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan est heureuse de vous accueillir cet après-midi pour le spectacle traditionnel du Triomphe 2026. En prélude, vous avez pu écouter l'aubade donnée par la musique de la Légion étrangère. Forte d'une 50aine de musiciens, elle est un formidable outil de rayonnement, capable de susciter l'engouement des Français aux valeurs républicaines qui les unissent. Elle anime les cérémonies patriotiques et se produit régulièrement en aubades et concerts. Le spectacle auquel vous allez à présent assister s'articulera en 4 tableaux réalisés par les élèves officiers et officiers-élèves de l'Académie. Ces derniers vous feront partager leur enthousiasme et découvrir une partie de leur tradition. Dans un premier temps, vous assisterez à l'évocation de la vie du colonel Pierre-Louis Bourgoin, parrain de promotion de l'école militaire des aspirants de Poitiers. Ce tableau sera suivi d'une seconde évocation, celle du capitaine Henri Desserteaux, parrain de promotion du 1er bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, traditionnellement appelé 1er bataillon de France. Ensuite, la 2e brigade de l'école militaire interarmes, appuyée par un grand nombre de formations de l'armée de terre, vous présentera la vie d'un lieutenant dans un conflit de haute intensité. Durant ce tableau, de nombreux matériels évolueront sous vos yeux. Enfin, la reconstitution traditionnelle du triomphe du tonneau sera jouée par les sous-lieutenants du 1er bataillon de France et viendra clore le spectacle. Nous vous demandons, pendant toute la durée de ce spectacle, de vous lever uniquement lorsque cela vous sera nécessaire, afin de ne pas gêner les autres spectateurs. Les démonstrations aériennes qui vont suivre, ainsi que les nombreux artifices pyrotechniques, vont occasionner quelques nuisances sonores. N'hésitez donc pas à protéger les oreilles des plus sensibles. Par ailleurs, des véhicules vont évoluer à proximité des tribunes. Nous vous demandons donc de garder près de vous les plus jeunes enfants. Enfin, merci de garder votre téléphone portable en mode silencieux. En ouverture de ce spectacle, l'école militaire des aspirants de Pointe-Quitan va vous présenter une évocation de la vie de son parrain, le colonel Pierre-Louis Bourgoin, officier de l'armée française de la Libération,
Son parcours, marqué par le sacrifice et la foi dans la France libre, illustre pleinement la devise de l'école, l'audace de servir. Mettre à l'ombre. Je vais mettre à l'ombre. Tu vas le mettre à l'ombre. C'est même mieux que je ne vois jamais. Ok. Est-ce que tu peux te mettre derrière? Là, comme ça, tu seras à l'ombre. Et comme ça, Maminou, elle sera avec les petits. Ok. Voilà, merci. Allez, petit. Pour laisser une place à Maminou. Alors, c'est quand tu devant la caméra. C'est juste, je cherche quelqu'un, vous inquiétez pas, je vais bouger. Bonjour, ça va? Ça va Sébastien? Oui, si vous connaissez, si vous êtes... On se glisse là-bas, non? Les sous-lieutenants de l'école militaire des aspirants de Coët-Quidan ont l'honneur de vous présenter le tableau retraçant la vie de leur parrain, le colonel Pierre-Louis Bourgoin. Je pense que ça. Oui, c'est pas grave, vous avez déjà on va déjeuner. Tac, 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 ouais, on a de place, pas de place à l'ombre. On a. T'as quelque chose pour protéger ta tête? Excusez-moi, je commence à relever, excusez-moi. Très trop. Merci. Ouais.
Le colonel Pierre-Louis Bourgoin. Je m'appelle Pierre-Louis Bourgoin. Je suis né le 4 décembre 1907 à Cherchell, en Algérie. À cette époque, nul ne pouvait imaginer le destin qui m'attendait. Comme tant d'autres enfants de ma génération, j'ai grandi dans un monde encore marqué par les blessures de la Grande Guerre. Mais, très tôt, l'appel du service, de l'aventure et de la France allait tracer le chemin de ma vie. En 1925, je choisis de devenir instituteur et je découvre la fierté de transmettre et de voir grandir les enfants qui me sont confiés. J'aime cette vie, faite de simplicité, de travail et de dévouement. En 1928, vient le temps du service militaire. Je rejoins le 3e régiment de tirailleurs algériens à Beaune, au nord-est de l'Algérie. C'est là que je découvre la vie militaire, la discipline, la responsabilité et surtout les hommes. Au milieu de mes camarades, j'apprends à commander, à décider et à donner l'exemple. Cette expérience révèle en moi des qualités insoupçonnées. En 1929, mes efforts sont récompensés. Je suis promu sous-lieutenant de réserve. Sans le savoir, je viens de franchir une étape décisive sur le chemin qui fera de moi un chef et un officier. En janvier 1941, alors que la guerre embrase le monde, je m'engage au 2e bataillon de marche. On m'y confie le commandement du groupe Front, une unité chargée des missions les plus périlleuses. Juin 1941, nous sommes engagés dans la campagne de Syrie lors de l'opération Exporteur. Le pays est alors sous l'autorité du régime de Vichy. Dans cette région stratégique, les tensions sont vives. L'enjeu de notre opération est considérable. Empêcher les forces de l'Axe de s'implanter au Moyen-Orient et préserver une position essentielle pour les Alliés. Aux côtés des forces britanniques, les forces françaises uniques se lancent dans une campagne difficile pour sécuriser Damas. L'avancée est lente, les combats acharnés. Le 21 juin 1941, l'aube se lève sur Damas. Depuis plusieurs jours, les combats se rapprochent de la ville et chacun sait que l'assaut qui se prépare sera déterminant. Les visages sont braves, les regards concentrés. Puis soudain, le silence est brisé par le fracas de l'artillerie. Les canons tonnent, faisant trembler le sol et dressant un véritable rideau de feu devant les positions tenues par les forces vichistes. Peu à peu, les lignes adverses cèdent. Épuisées et débordées par la pression des forces alliées, les troupes de Vichy sont contraintes de se replier hors de la ville. La résistance s'effondre, puis finit par s'effondrer. Bientôt, les drapeaux alliés sont tissés sur les bâtiments. À la tombée du jour, la bataille est terminée. Damas est libérée. Cette victoire dépasse largement les limites de la ville. En prenant Damas, nous ouvrons la route vers le reste du pays et portons un coup décisif aux forces restées fidèles à Vichy dans la région. Tandis que le soleil disparaît à l'horizon, je mesure l'importance de ce que nous venons d'accomplir. Mais sur le visage de mes hommes,
Je vis surtout la fatigue des combats et le souvenir de ceux qui ne verront jamais cette victoire. En décembre 1941, je suis promu capitaine. Cet avancement est pour moi un honneur, mais surtout une responsabilité supplémentaire envers les hommes que je commande. La guerre est loin d'être terminée et de nouveaux défis m'attendent. Désireux de servir là où l'engagement est le plus exigeant, je rejoins un stage de commando parachutiste. Une formation éprouvante, destinée à forger des soldats capables d'intervenir derrière les murs ennemis. Je ne le sais pas encore, mais cette nouvelle étape va orienter définitivement le cours de ma vie militaire et me conduire vers des missions parmi les plus audacieuses de la guerre. Nous sommes en 1942. La guerre ne m'a pas épargné. J'ai déjà connu les blessures du combat et les coups. A atteint mon genou, puis un accident d'avion m'a laissé de nouvelles séquelles. Malgré ces blessures, je refuse de rester radical. Jour après jour, je repousse mes limites physiques et mentales. Chaque exercice, chaque saut, chaque entraînement renforce ma conviction que la victoire exigera des hommes prêts à prendre tous les risques. Cette préparation ouvre bientôt les portes des services secrets britanniques. L'Intelligence Service Landing Department. Dans l'ombre des grandes batailles, une autre guerre se joue, celle du renseignement, des opérations spéciales et des actions clandestines derrière les lignes ennemies. La sélection est rude. Elle ne laisse aucune place à l'improvisation ni à la faiblesse. Chaque jour, nous sommes poussés dans nos retranchements pour prouver que nous avons notre place parmi les hommes appelés à intégrer les SAS. Les entraînements s'enchaînent sans relâche. Ici, chaque geste compte. On nous demande d'être capable d'endurer l'impossible, de rester discipliné dans le chaos et de garder le sang-froid lorsque tout semble perdu. Ce n'est pas un simple entraînement physique ou mental. C'est un véritable kit de survie, car derrière chaque exercice se cache une réalité. Un jour, les gestes appris ici pourraient nous éviter la mort. Tout ce que nous apprenons dans ces camps nous accompagnera bientôt sur le terrain, au cœur des missions qui nous attendent. En décembre 1942, je reçois l'ordre avec le capitaine Augustin Jordan de désorganiser les arrières de l'ennemi. Notre objectif, frapper là où il ne nous attend pas et progresser jusqu'en Tunisie avant l'arrivée de la 8e armée britannique à Tripoli. Nous ne sommes plus dans une guerre de front. Ici, chaque déplacement est un risque. Chaque rencontre peut devenir un danger. Nous devons apprendre à nous fondre dans le terrain, à frapper rapidement et à disparaître avant que l'ennemi ne puisse réagir. Le 19 février 1943, une mission d'une importance capitale m'est confiée. Avec mon groupe, je dois progresser en territoire ennemi, traverser une zone occupée par 2 divisions adverses et recueillir des renseignements sur leur dispositif. Le but, repérer l'emplacement exact d'un grand nombre de pièces d'artillerie afin de permettre aux forces alliées de mieux préparer leurs opérations. Dans l'ombre, au milieu d'un territoire hostile, nous accomplissons notre mission avec rapidité et détermination. Ce genre d'opération ne laisse aucune place à l'erreur. Il faut agir vite, rester silencieux et mettre de soi jusqu'au bout. Ce jour-là, nous ne sommes qu'une poignée d'hommes, mais notre action contribue à affaiblir un adversaire bien plus nombreux. C'est la réalité de la guerre clandestine. Quelques hommes,
une mission précise et l'espoir de peser sur les combats à venir. Le 23 février 1943, alors que je rejoins l'Algérie, le destin m'impose une nouvelle épreuve. Mon véhicule est pris pour cible par un avion allemand. Sous des tirs ennemis, mon conducteur perd le contrôle et l'accident est inévitable. Je suis le seul rescapé et suis grièvement blessé. Mon corps porte les traces de cette attaque. 37 blessures. Mon bras gauche et mon poignet sont fracturés. De nombreux éclats de boue profondément enfoncés dans mes cuisses. Pourtant, au milieu de la douleur, une seule priorité demeure, survivre et échapper à l'ennemi. Seul, blessé, je me dissimule dans le sable et me cache pour éviter les patrouilles allemandes qui parcourent la zone. Après une attente interminable de 6 heures, une patrouille anglaise finit par me retrouver. Les blessures sont graves, mais je suis vivant. Les soldats britanniques me transportent jusqu'à l'hôpital de Philippeville, où mon bras droit est amputé. Puis je suis envoyé en convalescence à Alger. Beaucoup auraient vu dans cette épreuve supplémentaire une fin de parcours. Moi, je n'y vois qu'un nouvel obstacle à surmonter. Mon engagement reste intact. Le 1er octobre 1943, je pars pour l'Angleterre. Avec un bras en moins, mais avec la même détermination. Je rejoins ceux qui continuent ma lutte. La guerre n'est pas terminée, et mon histoire avec elle non plus. Après cette épreuve, mon histoire prend une nouvelle dimension. Mes compagnons me surnomment désormais le manchot. Ce surnom, je le porte non comme une blessure, mais comme le témoignage du combat mené et des sacrifices consentis pour la France. Malgré ce handicap, je poursuis ma route et suis promu commandant. En novembre 1943, une nouvelle mission m'attend. Je prends le commandement du 4e SAS, le Special Air Service, une unité française composée de 500 hommes. Des soldats d'élite, formés pour agir rapidement, frapper derrière les lignes ennemies et mener des opérations où audace et précision sont essentielles. À la tête de ces hommes, je sais que le défi est immense. Je connais leur valeur, leur courage et leur engagement. Ensemble, nous allons bientôt écrire une nouvelle page de cette guerre. Dans l'ombre, loin des grands champs de bataille, là où quelques hommes peuvent changer le cours des événements. Je continue le combat avec mes hommes, jusqu'à la victoire. À partir des 5 et 6 juin 1944, l'histoire bascule. Le débarquement allié en Normandie vient de commencer et une nouvelle mission est confiée à mon régiment. Rejoindre la Bretagne afin de fixer les troupes allemandes loin du front normand. La mission est claire, harceler l'ennemi, désorganiser ses mouvements et soutenir l'action de la résistance locale pour empêcher le redéploiement allemand vers la Normandie. Nos hommes doivent agir vite, frapper juste et maintenir la pression en plein territoire occupé. Dans la nuit du 10 au 11 juin 1944, vient mon tour d'entrer en action. Je suis parachuté en Bretagne sous une voile tricolore offerte par les Anglais. Ce parachute porte avec lui un symbole, celui d'une France qui se relève et qui reprend part au combat pour sa liberté. Dès notre arrivée au sol, nous rejoignons les unités déjà présentes, celles qui encadrent et organisent la résistance locale. Désormais, nous ne sommes plus seulement des soldats venus combattre, nous sommes des hommes au cœur d'un soulèvement. Dans cette Bretagne occupée, chaque soutien, chaque résistance compte. Notre mission commence véritablement, préparer la libération aux côtés de ceux qui n'ont jamais cessé de résister.
La tâche qu'on m'a confiée est titanesque, fixée près de 85 000 soldats allemands. Pour y parvenir, je dois rassembler toutes les forces disponibles autour de nous. Je réunis environ 3 000 maquisards et 200 hommes du 4e SAS. Des hommes venus d'horizons différents, mais unis par le même objectif. Autour du maquis de Saint-Marcel, nous organisons notre action. Nous frappons les lignes de communication ennemies, sabotons les voies ferrées, attaquons les convois et menons des embuscades pour ralentir les mouvements. Chaque opération demande de la préparation, du courage et une parfaite coordination entre les parachutistes et les résistants bloqués. Nous savons que nous sommes moins nombreux, moins équipés, mais nous possédons deux avantages essentiels. La détermination de celui qui se bat pour libérer son pays et la connaissance du pays. Nos actions finissent par inquiéter l'ennemi. Peu à peu, mes hommes et moi devenons une menace qu'il faut absolument éliminer. Les Allemands se lancent alors à ma recherche. Ils ne cherchent plus seulement un groupe de combattants, ils traquent celui que l'on surnomme désormais le manchot de Bretagne. Pour la deuxième fois, ma tête est mise à prix par Rommel. Déjà, en Afrique, il avait voulu me faire disparaître. Mais cette traque ne change rien à notre détermination. Au contraire, elle renforce notre engagement. Tant que la Bretagne n'est pas libérée, nous continuons le combat, dans le monde, aux côtés des résistants. Le 11 novembre 1944, la guerre touche à sa fin. Je suis désormais lieutenant-colonel. J'ai l'honneur d'ouvrir le défilé des Champs-Élysées à Paris, à la tête du 2e régiment de chasseurs parachutistes. Après des années de combats, de missions longues, de sacrifices et d'épreuves, je marche enfin sur le sol d'une France libérée. Sur cette avenue emblématique, je défile devant le Premier ministre britannique Winston Churchill et le général de Gaulle. Ce moment représente l'aboutissement d'un long chemin, commencé loin de là, dans les sables d'Afrique, poursuivi derrière les lignes ennemies et achevé au cœur de la France. Pour moi, c'est ici que la guerre s'arrête. Je poursuis toutefois mon engagement au service du pays. Je deviens inspecteur des parachutistes, tandis que le commandement de mon régiment est confié à mon adjoint, Pierre Puech-Sanson, à qui revient désormais la mission de poursuivre l'héritage des SAS. Mais certains lieux restent gravés dans une vie. Saint-Marcel, en été. En 1947 puis en 1951, je retourne sur ces terres de combat pour inaugurer le monument du maquis et rendre hommage aux hommes qui se sont battus à nos côtés, à ceux qui ont résisté, à ceux qui sont tombés, à ceux qui ont permis que la liberté renaisse. En 1959, je deviens colonel de réserve. Mon parcours militaire est reconnu par les plus hautes distinctions. Je suis fait Grand Croix de la Légion d'honneur le 27 mai 1957. Après une vie consacrée au service, au combat et à l'engagement public, je m'éteins le 11 mai 1970 à Paris, dans le 16e arrondissement. Mais au-delà des grades et des décorations, mon histoire est celle d'un homme qui a choisi de ne jamais abandonner. Celle d'un soldat, d'un chef et d'un Français, qui malgré les blessures et les épreuves, a continué à lutter jusqu'au bout. Le colonel Pierre-Louis Bourgoin n'était pas seulement un chef militaire. Il était de ceux qui ne se contentent pas de donner des ordres, mais qui montrent le chemin par l'exemple. Son courage, sa détermination et son sens du devoir ont marqué tous ceux qui ont eu l'honneur de servir à ses côtés. Chaque décision, chaque action portait la marque d'un homme profondément attaché à ses valeurs, l'engagement, l'honneur et le serviteur. Pour nous, jeunes officiers, il demeure bien plus qu'un ministère national. Il est un modèle qui nous rappelle que comme vous, ce n'est pas seulement diriger des hommes, mais savoir les inspirer, les accompagner et leur donner la force de dépasser leur propre vie. Son héritage ne réside pas uniquement dans les batailles qu'il a livrées, ni dans les décorations qu'il a reçues. Il réside dans l'esprit qu'il a transmis, celui d'un chef qui avance avec résilience malgré les épreuves, qui reste fidèle à ses convictions et qui place toujours la mission et les hommes au cœur de son engagement. Aujourd'hui encore, son exemple demeure vivant.
Elle nous appelle à garder le courage d'agir, la volonté de servir et l'exigence d'être utile de ceux qui nous ont précédés. Le colonel Pierre-Louis Bourgoin nous laisse à tous une même héritage. Celui du courage, du devoir et de l'engagement, comme un appel à l'audace de servir. Merci d'applaudir la remarquable prestation de l'école militaire des aspirants de Coët-Quidan. Ça va être la joie du 4 ans. Il y a maintenant 2 ans, la promotion capitaine des Sartos recevait son nom de baptême, ici même, sur le marché. Cet officier intègre l'école spéciale militaire en 1937. Chasseur alpin, il participe au combat de la libération de la Maurienne. Volontaire pour servir en Indochine, il trouvera la mort dans une embuscade la veille de ses 30 ans. Sa vie va vous être présentée par les sous-lieutenants du 1er bataillon de France.
Alors que la Grande Guerre fait rage en France, le petit Henri Desserteaux naît le 26 septembre 1917 à Dijon. Le front, à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui, est bien loin de faire partie de ses préoccupations. Pourtant, ce petit garçon, juste là en rouge, qui pique-nique avec sa famille, s'apprête à faire de sa vie une extraordinaire épopée, qui fera de lui un héros de la France, l'un de ces officiers dont on se rappelle à Saint-Cyr. Les sous-lieutenants du 1er bataillon de France vont vous présenter cette histoire, qui retrace l'existence de leur parrain de promotion. Ils remercient tout particulièrement la famille du capitaine Desserteaux, qui nous a transmis son livret de famille et ses récits personnels dont est largement inspiré ce spectacle. Le goût de l'aventure, Henri le cultive dès l'enfance. Il devient scout à la 3e troupe de Dijon comme chef de patrouille puis au clan. Il y avait, depuis 1931, franchi tous les échelons de la hiérarchie, mettant déjà en valeur ses qualités de chef. Il cultive très jeune la débrouillardise, la vie au grand air, la camaraderie et le sens des responsabilités. Ces valeurs, qui parleront à tout bon militaire, sont sans doute responsables de sa vocation précoce. Ainsi, encore juvénile, il se décide, et au grand étonnement de sa famille de juristes et d'artistes, il annonce un jour: quand je serai grand, moi aussi je serai militaire. Sans le savoir, le petit Henri venait de sceller son destin. Sa vie serait faite de vertu et de courage, mais aussi d'un don de soi tel qu'il le conduirait au sacrifice suprême. À 18 ans, Henri entre au lycée Carnot, bien décidé à préparer le concours de Saint-Cyr. Le voilà qui planche sur ses cours de géographie et de mathématiques. C'est un élève joyeux et très apprécié de ses camarades, mais, observé de près par un certain militaire ami de sa famille, il est bien obligé de travailler avec sérieux. Personne n'oserait, et certainement pas Henri, décevoir le maréchal Lyoté. C'est lui qu'on peut apercevoir à ses côtés. Tout préparationnaire vous le confirmera, ces années de travail acharné mettent l'esprit et la volonté à rude épreuve. Henri ne parvient pas à pousser les portes de la spéciale à son premier essai. Personne n'est parfait et c'est en redoublant d'efforts qu'après 3 années, il réussit brillamment le concours en 1937 en se hissant à la 17e place sur 410. Il venait alors de franchir la première étape de sa vie d'officier. Mon général, quel nom donnerons-nous à cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr? Cette promotion portera le nom de Marne et Verdun. À genoux sur le marchefeld du vieux bahut, au cœur d'une nuit solennelle, Henri Desserteaux est fait officier de France au milieu de ses camarades. Une nouvelle promotion de Saint-Cyrien vient d'éclore. Nous sommes en juillet 1938 à Saint-Cyr-l'École. L'aspirant Desserteaux est aimé de ses camarades comme de ses supérieurs. Il a l'humeur joyeuse et la monnette, ne se plaignant que pour s'indigner de ses propres torts, véritable prouesse pour un Saint-Cyrien. En août 1939, la promotion Marne et Verdun sort de la spéciale. En France, les tensions politiques et internationales sont à leur paroxysme. La guerre semble imminente. Alors que la Pologne subit les assauts allemands, Desserteaux prend le commandement d'une section du 70e bataillon alpin de forteresse, dans un petit fort à la frontière italienne. Elle est surnommée la Redoute ruinée, en raison d'un bâtiment en ruine qui gît en contrebas. Le jeune sous-lieutenant note dans son journal de bord: le fort ressemble plus à un château médiéval qu'à un fort moderne. Sa mission est double:
défendre et renseigner. Le commandant de son secteur lui fait parvenir une lettre. Interdire toute progression dans le ravin, harceler la route du Saint-Bernard par des feux lointains. Renseigner le commandement sur la situation de l'ennemi. Le 21 juin 1940, 8h, 17 bombardiers BR-20 italiens se détachent de l'horizon. Une pluie de bombes éclate sur le fort et atteint le mur d'enceinte. L'artillerie italienne enchaîne, ne laissant aucun répit aux chasseurs. Les vitres, sous la pression écrasante des ondes de choc, éclatent. Le bataillon italien Aosta du 4e Alpini prend alors le fort d'assaut. Les Italiens se replient, puis, à 11h, s'acharnent avec un nouvel orage d'acier. Jusqu'à 11h55, l'artillerie ne cesse de pilonner les positions françaises, avant que ce ne soit au tour du 9e Bersaglieri de lancer une charge motorisée. Le 23 juin, la nouvelle de l'armistice frappe les Alpins de plein fouet. Deserto la reçoit par radio. Le moral des hommes est au plus bas, et beaucoup se demandent si leur sacrifice en vaut encore la peine. L'armistice doit prendre effet à minuit 35. À partir de 23h, comme pour imposer aux Italiens un bouquet final, l'artillerie française tire sans interruption. Et puis, au petit matin, enfin, le silence de la fin des combats, seulement brisé par le bruit des couleurs françaises, que Deserto fait monter une dernière fois au petit Saint-Bernard, comme pour rappeler aux Italiens, avant de rendre les armes, que lui et ses hommes ont vaincu malgré tout. Après cette dernière action, une compagnie italienne se présente devant le fort en agitant un drapeau blanc. En sortant, Deserto découvre 2 sections italiennes lui rendant les honneurs. Il écrit « Nous sommes partis devant une section présentant les armes, avec l'impression, rare en France à cette époque, d'être vainqueurs. Après l'armistice, Deserto rejoint le 13e bataillon de chasseurs alpins. Il s'y montre aussi le brillant instructeur qui fut brillant combattant et est nommé lieutenant en août 1941. C'est durant cette période qu'il fonde une famille. Il épouse Edith de Hussenet et le jeune couple accueille la naissance d'un fils et d'une fille. En 1943, puisque la zone libre est occupée par les Allemands, il est mis en congé d'armistice. Mais il en fallait plus pour stopper la verve d'Henri, car voilà qu'il décide d'entrer dans la résistance à la tête du bataillon de Savoie de l'armée secrète. Le jour, il recrute et instruit ses hommes sur l'art de la guerre et la vie au grand air. La nuit, il réalise des coups de main pour préparer le débarquement de Provence. Le contexte exceptionnel dans lequel Henri évolue ne l'empêche cependant pas de rester fidèle à lui-même. Ainsi, le 17 avril 1944, il écrit dans son carnet « Comme les marches et les patrouilles de nuit sont propices aux rêves. » Le 25 mars 1944, il est nommé capitaine et prend le commandement de l'avant-garde du 1er bataillon de Savoie de l'armée secrète. Lors des combats de libération, il s'illustre de nouveau et reçoit pour ses exploits la Légion d'honneur. En septembre 1945, alors que le bataillon de forces françaises intérieures rejoint les forces régulières à travers la première armée de Delattre, le capitaine est envoyé avec sa compagnie à Innsbruck, en Autriche, pour participer à la présence française comme force d'occupation. Sa femme et ses enfants le rejoignent, et Henri mène, pour quelques mois, la vie paisible et familiale dont il rêvait pendant la guerre.
métier de capitaine de chasseur est un métier dangereux, et nul ne sait s'il me sera donné de jouir d'une longue et paisible vieillesse. Ces mots, écrits dans son journal personnel en 1942, sonnent aujourd'hui comme un message prophétique. En août 1946, alors que Desserteau est affecté en Autriche, le gouvernement demande une compagnie de chasseurs supplémentaires prête à intervenir dans un théâtre en Asie du Sud-Est qui gronde depuis déjà 1 an. C'est dans ce contexte qu'elle répond présent. Mes chasseurs, la France a une fois de plus besoin de notre service. À des centaines de kilomètres de chez nous, en Indochine, vos frères d'armes se battent jour et nuit contre le Viet Minh et nous sommes appelés à les rejoindre. Je pourrais vous mentir et vous promettre une grande et belle aventure, mais j'ai trop d'estime pour vous pour ne pas me montrer parfaitement honnête. Je n'ai à vous offrir qu'une guerre cruelle et longue, une guerre d'embuscade et de pièges mortels dans une région hostile et humide. Je n'ai à vous offrir que des mois, peut-être des années, loin de vos familles, à risquer votre vie dans l'anonymat et l'indifférence de ceux qui resteront ici. Si vous me suivez, mes chasseurs, vous aurez tous ces mois à porter sur vos épaules, pour la simple raison que la France vous le demande, que je vous le demande, et que vous aurez à vos côtés les camarades d'une vie pour lesquels vous serez prêts à tous les sacrifices. Que les volontaires, que les braves prêts à de tels engagements fassent un pas en avant. La guerre d'Indochine est par excellence le conflit des lieutenants et des capitaines. Desserteau s'y illustre à de nombreuses reprises. En février 1947, sur une montagne qui surplombe la ville de Hue, une opération est montée afin d'intercepter des groupes rebelles isolés. Desserteau est choisi par le commandement pour cette mission. 10 jours durant, il tend des embuscades et patrouille dans les villages et la jungle, suscitant la satisfaction de ses chefs. Le 24 septembre 1947, alors qu'approche la fête de Sidi Ibrahim, la fête des chasseurs, le capitaine monte une opération sur le poste de Dat Do, tombé en mars aux mains des Viet Minh. Cette forteresse n'est pas choisie au hasard. Missionné auparavant pour la défendre, il l'avait perdue après des combats acharnés. Cet échec lui ayant valu des pertes au sein de sa compagnie. Reprendre le contrôle de Dat Do est autant une affaire personnelle qu'une question de tactique pour Desserteau. Après une marche d'infiltration éprouvante, à 2 km du camp de Dat Do, dans une plaine d'herbe haute, il désigne une zone de bivouac en vue d'un assaut pour le lendemain. Vers 2 heures du matin, de sombres nuages envahissent le ciel. Mais alors que la compagnie Desserteau sombre en partie dans le sommeil, une détonation vient déchirer le silence nocturne. Après l'embuscade, la troupe subit très rapidement plusieurs pertes. Un caporal vient rendre compte au capitaine. Capitaine, le légionnaire Goldberg vient d'être blessé. Faut commander les tirs entiers. J'y vais. Le capitaine Desserteau se précipite au secours de ses hommes, prêt à commander des tirs de riposte. Cette fois, il mourut. Je meurs. Et voilà, comme une fraction de seconde, une rafale de mitrailleuse vient de le faucher. Le capitaine est mort. Le bruit se répand de trou de combat en trou de combat, exaltant la verve des soldats. À 4 heures, l'embuscade ennemie est repoussée. Le 25 septembre 1947, la veille de l'anniversaire de ses 30 ans, jour d'anniversaire de la Sidi Ibrahim, fête des chasseurs, à 3 heures du matin, le capitaine est mort, touché par une balle entre 1000. Ces derniers mots sont ceux d'un homme qui avait accepté son sort. Jusqu'au dernier instant, le même calme, le même détachement, le même courage rare qui faisait sa légende dans la compagnie. Le jour se lève sur Dat Do endeuillé, et les chasseurs orphelins viennent de rendre un dernier hommage à leur chef disparu, repoussant à 24 un bataillon entier d'ennemis. Mon général, quel entendons-nous à cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr? Cette promotion de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr portera le nom de capitaine Henri Desserteau.
très grand merci aux officiers élèves du 1er bataillon de France pour cette très belle évocation de la vie de leur parrain. Nous allons maintenant assister au tableau interarmes de la 65e promotion de l'école militaire interarmes. Celle-ci va vous présenter le rôle d'un chef de section en opération, commandant un détachement interarmes lors d'un conflit de haute intensité. À cette occasion, de nombreux matériels de l'armée de terre vous seront présentés. Ces élèves officiers, communément appelés les dolos, ont été sous-officiers ou militaires du rang au sein de l'armée de terre. À l'issue de leurs 2 années de scolarité à l'académie, ils rejoindront une école d'application pour se spécialiser avant de retourner en régiment avec leur grade de lieutenant. Mesdames et messieurs, quelques consignes de sécurité avant le début de la représentation. Veuillez ne pas laisser vos enfants sur les barrières et retirer tout vêtement, écharpe, chapeau, susceptible de s'envoler au passage des hélicoptères tout au long du tableau. Les engins que vous allez voir sont bruyants. Nous vous conseillons de vous protéger les oreilles. Merci de votre compréhension. Mesdames et messieurs, la 65e promotion de l'école militaire interarmes est heureuse de vous présenter aujourd'hui le tableau Combat aéroterrestre de haute intensité. Ce tableau est une mise en scène condensée d'une action de combat opposant 2 forces conventionnelles de niveau équivalent. Une mise en situation tactique va maintenant vous être annoncée, marquant le début du tableau. Engagé dans le cadre d'un accord de défense, le groupe tactique blindé Taureau a reçu pour mission de sécuriser un point d'entrée sur la ligne de front, puis de mener un raid blindé dans la profondeur du dispositif ennemi. Son espace de manœuvre s'étendra alors de la ligne des contacts à la frontière Titane. Elle devra le contrôler jusqu'à sa relève par le groupement tactique interarmes Bélier.
La mission assignée par le général au commandant du groupement est sans ambiguïté. Localiser puis détruire le PC de la première brigade ennemie pour H plus 6 heures. La manœuvre que vous allez observer s'articule en 3 phases distinctes. Temps 1, renseignement sur le dispositif ennemi. Temps 2, destruction du verrou. Temps 3, éclairage dans la profondeur. En mesure de mener un raid blindé vers le PC de la brigade ennemie en direction de la frontière. Face à vous, au fond du Marschfeld, vous pouvez observer les positions ennemies. La compagnie qui s'oppose au groupement tactique Taureau a construit des tranchées et déploie un dispositif solaire comprenant des missiles de courte portée. La neutralisation de cette menace permettra d'engager la totalité des moyens de la brigade dans la zone d'action. La force amie, actuellement dissimulée à vos regards, se prépare à conduire cette mission. Le Marschfeld, ne permettant pas de représenter l'ensemble des distances réelles, imaginez que ces unités progressent hors de vue de l'ennemi et ne seront révélées à ses yeux qu'au moment de l'assaut final. Elles s'articulent en un groupement commando de montagne, une patrouille aéromobile, 2 sous-groupements tactiques interarmes à 2 sections d'infanterie et un peloton de chars, un sous-groupement d'artillerie et un train de combat. La mission va à présent pouvoir débuter. Avant le partage de la défense sur la gauche. Le groupement commando de montagne a reçu pour mission de reconnaître les abords du Marschfeld, en mesure de renseigner sur les positions et la présence ennemie. Ils vont être déposés en rappel par la patrouille aéromobile composée d'un caïman escorté d'un TIB au plus près de la zone d'action, hors de portée de détection de l'ennemi, afin de débuter leur infiltration en toute discrétion.
hélicoptères de manœuvre et de transport tactique de l'aviation légère de l'armée de terre, assurent la dépose et la récupération des commandos au plus près de la zone d'action, y compris en rappel. Il évolue en binôme avec le Tigre, hélicoptère de combat chargé d'assurer sa protection et son guidage grâce à ses capteurs optroniques, tout en étant en mesure d'appuyer par le feu ou de détruire tout blindé ennemi qui menacerait la manœuvre. Après avoir bénéficié du renseignement du commando sur les positions ennemies, à savoir nombre, équipement et attitude, le FGTIA va pouvoir entrer en action. Il a reçu pour mission de s'emparer des positions ennemies valorisées grâce à ses 2 sections d'infanterie et sa section cavalerie. La section de cavalerie du SGTIA a reçu pour mission de mettre en place une couverture face au sud-est, afin d'empêcher toute intervention ennemie qui pourrait renverser le rapport de force et s'opposer à la manœuvre amie. À cette fin, il bénéficie du Leclerc, char de bataille principal de l'armée de terre. Il est équipé d'un canon de 120 mm et peut engager des cibles en mouvement jusqu'à 4 km. Sa grande mobilité et sa vitesse de pointe de 70 km/h en font le fer de lance de l'action blindée et de la percée en profondeur. En arrière de leur position, l'élément d'artillerie a reçu pour mission d'appuyer la reconnaissance de la brigade en direction de l'Est. Il est renforcé par un vague mortier, variant du véhicule de l'avant blindé, équipé d'un mortier de 120 mm. Avec une portée plus courte de 8 km, il offre un appui de feu indirect et réactif au plus près de la mêlée, avec une plus grande souplesse d'emploi et une mise en œuvre plus rapide que le César. S'avance à présent le système d'artillerie César, un canon de 155 mm monté sur un camion. Capable d'appuyer par le feu dans une profondeur de 30 km, sa mise en batterie et son débattement très rapide limitent son exposition à la riposte ennemie.
vont à présent appliquer des feux sur les positions ennemies. La première section du SGTIA a reçu pour mission de mettre en place un appui face aux positions ennemies. Elle est équipée de Jaguar, engins blindés de reconnaissance et de combat, combinant appui-feu et lutte anti-char. Armé d'un canon de 40 mm télescopé et de missiles anti-char de moyenne portée, il agit en éclaireur avancé, tout en étant capable d'engager des blindés ennemis grâce à sa grande mobilité. Le Tigre, dans un environnement non permissif dû à la capacité anti-aérienne de l'ennemi, a reçu pour mission d'appuyer l'action du SGTIA à partir du renseignement fourni par le groupement commando de montagne au sol. La deuxième section du SGTIA a quant à elle reçu pour mission de s'emparer des positions ennemies. Elle est dotée pour cela d'un robot Oroch 2, d'une équipe cynotechnique et de griffons, en mesure de l'appuyer dans sa mission après débarquement des groupes d'infanterie. L'Oroch 2 est un robot terrestre tactique franco-allemand, doté d'une mobilité tout-terrain grâce à ses roues motrices indépendantes et d'une motorisation silencieuse, adaptée à la reconnaissance de toute discrétion. Le SGTIA est désormais en mesure de réaliser l'effet majeur assigné à la brigade en neutralisant l'ennemi. Les renforts ennemis, engagés pour établir le rapport de force, viennent se heurter au dispositif de la section XL, prête à les détruire dès qu'ils seront repérés.
neutralisé, la mission de la brigade peut se poursuivre dans son prochain temps. La mise en place d'un dispositif de surveillance face est-sud-est par les 3 sections du SGTIA. Le reste de la brigade va donc pouvoir se déployer sur le camp de Coët-Quidan et après réembarquement des derniers éléments, relancer son action vers l'est en direction de Rennes. À cet effet, le Caliment va se poser pour récupérer les éléments du groupement commando de montagne. La neutralisation de l'ennemi ayant rendu la zone sûre, le Tigre se place alors en orbite haute pour renseigner le SGTIA. Au moyen d'un raid dans la profondeur, le futur itinéraire de la brigade, de manière à déceler toute présence ennemie sur la route de Rennes. L'itinéraire reconnu, le SGTIA peut relancer son action vers l'est. Mesdames et messieurs, la démonstration dynamique touche désormais à sa fin. Après avoir effectué leur tour d'honneur, les véhicules et leurs équipages vont venir se présenter face à vous. Le
Tigre et le Caïman, du 5e régiment d'hélicoptères de combat, avec à son bord le groupe commando de montagne du 7e bataillon de chasseurs alpins. Vient ensuite le Griffon, du 3e régiment d'infanterie de marine, suivi du Leclerc et de son dépanneur de Charbourg DCL, armé par le 501e régiment de chars de combat. Le Jaguar, quant à lui, est présenté par le régiment d'infanterie chars de marine. La Pique-Feu est représentée par le Van Mortier et le César du 11e régiment d'artillerie de marine. Une équipe cynotechnique du 132e régiment d'infanterie de marine. Un PPLD du 2e régiment a été réalisé par une partie des élèves de la promotion, en partenariat avec ces unités que nous remercions tout particulièrement pour leur concours, sans lequel cette représentation n'aurait pu avoir lieu. Nous espérons que cette démonstration vous a permis d'appréhender la complexité et la richesse d'une manœuvre interarmes moderne. Nous vous remercions chaleureusement pour votre attention.
Les élèves officiers de la 2e brigade de l'école militaire interarmes vous remercient de vos applaudissements et espèrent partager avec vous leur baptême de promotion ce soir. Une mention spéciale à toutes les unités ayant participé à ce tableau, venant de toute la France et représentant l'ensemble des fonctions opérationnelles de l'armée de terre. Elles seront heureuses de vous rencontrer près du musée de l'officier, aux côtés des associations historiques, à l'issue du spectacle. Ça me fait plaisir, madame. Allier modernité et tradition. Tel est l'un des défis que relève notre institution. Et c'est dans cette veine que les sous-lieutenants du 1er bataillon de France vont maintenant vous présenter la reconstitution du triomphe du tonneau. Ce moment fort de la vie des Saint-Cyriens trouve ses racines au cœur de l'histoire de notre école. Il a lieu une fois par an depuis 1834, mais c'est seulement à partir de 1889 qu'il est montré en spectacle à la fin de chaque année de scolarité par le 1er bataillon, en y associant leurs jeunes camarades de 1re et 2e année, appelés communément les bazars. Marcus. Entendez-vous ces bottines qui claquent sur le sol du Marchfeld? Ce sont les Saint-Cyriens marchant vers leur destinée. Cette promotion, ancienne de 3 ans, aspirant à un idéal de gloire et de panache, va faire dans quelques instants son ultime adieu à l'école qui lui a tant appris. Comme le disait un grand ancien de l'école, si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Ces jeunes-là l'ont bien compris et se donnent corps et âme pour atteindre l'excellence et forger leur esprit. Alors que chacun de leurs pas résonne comme un sermon, une page s'apprête à se tourner, et aujourd'hui est un jour tout particulier pour eux. Nous sommes le 26 juillet 1834, et comme chaque année depuis 1821, les Saint-Cyriens fêtent la fin de leur scolarité par un tir de mortier de démonstration. Celui qui parvient à détruire l'objectif désigné est porté en triomphe par ses camarades, une couronne de laurier sur la tête, et les tambours de l'école précèdent le cortège pour annoncer la nouvelle. Toute activité cesse alors immédiatement et les élèves se massent pour former une haie d'honneur et acclamer le vainqueur. Pour ce jour si particulier, la foule en liesse et l'école s'apprête à recevoir un invité de marque, le duc d'Orléans, prince héritier du trône de France. Héros de guerre, officier au panache légendaire, il incarne parfaitement l'esprit fougueux du Saint-Cyrien, un exemple pour les élèves rassemblés là. Le personnage, cependant, ne fait pas l'unanimité, car les querelles dynastiques sont au cœur des débats de la société française. Les Saint-Cyriens ne font pas exception. On débat à voix basse des mérites de Louis-Philippe, ce roi citoyen que les orléanistes défendent avec ferveur. En face, les légitimistes et bonapartistes serrent les poings. Comment accepter ce souverain au trône ramassé dans le vent? Le contraste est saisissant, car tous se rappellent de l'empereur et de son prestige extraordinaire. Mais lorsque vient l'heure de montrer ce que vaut la spéciale, les divisions s'effacent. Tous désirent faire bonne impression et démontrer au prince, avec la pointe d'orgueil propre aux Sérards, l'excellence militaire de leur formation. Des groupes compacts de joyeux camaraderie et s'entrechoquent devant les regards attentifs de leurs cadres. Les plus enthousiastes redoublent d'énergie pour vaincre leurs adversaires à l'épée ou à la savate, discipline de combat au corps à corps, tandis que d'autres s'exercent pour améliorer la précision de leurs tirs. D'autres encore obéissent aux ordres de leur chef pour exécuter à la perfection des manœuvres d'ordre serré.
Les cavaliers répètent leur gamme pour être décisifs le jour de la bataille. Tout ceci forme un tableau coloré, de joie et de fête où l'ardeur rassemble ce que les opinions séparent. Enfin, certaines promotions, tout particulièrement celles qui se tiennent devant vous, entretiennent leur forme physique par l'ascension de la montagne d'Afrique. Tout est prétexte pour la carrière. Retrouvailles, punition et surtout retour de perdition. Ce lieu est presque devenu leur maison et son nom légendaire résonnera jamais dans la tête des Sierras, la Grande Bosse. Malgré tout, une ombre plane sur ce décor radieux. Le silence soudain des Saint-Cyriens n'est pas l'expression de leur respect à l'égard du colonel Baraguet, mais bien une véritable rancœur non dissimulée. Un chef n'a pas besoin d'être parfait pour être respecté, mais certains dépassent de si loin les bornes de la raideur qu'ils finissent par susciter moins l'estime que l'exaspération. Voyez-vous, il y a des personnages de l'histoire que l'on admire sans réserve, et puis il y en a d'autres que l'on respecte à contre-cœur. Vous vous en doutez, Baraguet fait partie de cela. Et pourtant, pour le colonel, carrière irréprochable et titre de maréchal glorieusement acquis. Et voilà, héritage en commun. Fils d'un général napoléonien mort glorieusement en Russie, le petit Baraguet a grandi avec le culte de l'Empire dans les veines. Et toute sa carrière, il a voulu toucher la perfection. Plus brillant, plus discipliné, plus parfait. Il gravit les échelons comme un métronome, toujours là où il faut, au bon moment. Un soldat modèle, oui, mais figé, glacial et hautain. Durant toute sa carrière, on l'admirait rarement. On le craignait souvent, mais depuis qu'il commande à Saint-Cyr, le portrait qu'on en fait est plus sombre encore. Ses subordonnés le disent autoritaire et cassant, ses égaux qui n'ont jamais vu si orgueilleux, ses chefs que c'est un bien bel hypocrite. Le genre qui sait où souffle le vent du pouvoir. Les Anglais l'évitent, les Français le supportent, il agace, toujours impeccable, toujours donneur de leçons. C'est ça, Baraguet, pas un traître, pas un lâche, pas un incompétent, mais un homme incapable d'écouter, de partager, trop sûr de lui pour l'autre. Et c'est pourquoi, malgré ses médailles, ses campagnes, ses honneurs, il est unanimement détesté par les Saint-Cyriens. Ça y est, le clairon et le tambour-major annoncent le duc qui arrive à vive allure en direction du marché. Le colonel Baraguet, commandant l'école, jette un dernier regard ardu à ses troupes, ajuste sa tenue et s'avance pour accueillir l'héritier du trône.
Bienvenue à Saint-Cyr, ces fiers élèves officiers vous attendaient avec joie. Merci, mon colonel. Je suis bien heureux de voir de mes yeux la belle jeunesse française qui s'instruit dans ces murs. Votre école est le témoignage de la gloire et de l'honneur français. Je m'efforcerai de toujours porter votre légitime fierté très haut. Merci, monseigneur. C'est l'empereur Napoléon qui a permis notre existence et nous lui en serons éternellement reconnaissants. Mais puisque la destinée a fait de vous l'héritier au trône du roi des Français, c'est à vous désormais que nous prêtons allégeance. Ça, c'est bien vrai. Ville trahison. Cessons ces ronds de jambes. Barguet, scélérat. Monseigneur, pour vous rendre hommage, nos tireurs vont vous faire une démonstration de leur inégalable talent. Vous allez désormais assister aux exercices d'artillerie. Nos meilleurs artilleurs vont tenter de détruire le tonneau que vous apercevez là-bas, au bout du Marchfeld. Je vous l'avais dit, Lafitte est prodigieux. Épatant. Le duc en est ébloui. Émerveillé. Transfiguré. Et le officier Lafitte, École spéciale royale militaire de Saint-Cyr, 1er bataillon de France, à vos ordres, monseigneur. Eh bien, voilà un excellent tireur, et d'une efficacité redoutable qui plus est.
Acceptez donc cette paire de pistolets en récompense de votre exploit. C'est un honneur, monseigneur. Je vous remercie de votre reconnaissance. Allons, mon colonel. Le triomphe du tonneau. Dans cette langue bretonne si chère aux Saint-Cyriens, la promotion capitaine Desserteau, comme l'ont fait autrefois leurs anciens de 1834 avec l'élève officier Lafitte, s'avance une dernière fois sur le Marchfeld. Autour d'elle montent les hurrahs, et dans cet écho vibrant sommeillent les voix d'Austerlitz de 1910, de 14. Toutes ces jeunesses parties un jour vers leur destin, le cœur ardent et l'âme fière. Et parmi elles, plane la figure de notre parrain, le capitaine Desserteau, qui en 1939 fit lui aussi ce tour d'honneur avant de rejoindre le feu du devoir. Son souvenir nous guide, flamme droite dans le vent, rappelant que servir, c'est transmettre. Derrière nous, les portes de l'école se referment, mais devant nous s'ouvre la route des femmes et des hommes libres, héritiers d'un idéal plus grand que nous. Car tant qu'il y aura des cœurs pour croire et des âmes pour servir, notre idéal restera vrai et pur, et une souffle de tradition de la spéciale continuera de porter nos pas, ceux de nos bazars et ceux qui suivront. Chic à Desserteau, chic à Cyr. Commandant le 3e bataillon de l'école spéciale militaire. Il représente ici un sous-lieutenant saint-cyrien en grand uniforme. Ils viennent d'être largués à 1000 mètres de hauteur depuis un hélicoptère. Ils poseront au fond du Marchfeld et rejoindront à pied le devant du tableau. Par ce saut, ils incarnent le panache et l'audace qui caractérisent le jeune saint-cyrien. Regardez qui arrive. La Desserteau réserve une surprise avant de tirer sa révérence. Oh, je vois une soutane. Serait-ce alors ce bon père Anus? Et oui, figure très estimée à l'Académie, aumônier de 1871 jusqu'à sa mort en 1905, il était, à la différence de Barraguedillier, l'image vivante de la bonté. Toujours très à l'écoute des soldats et particulièrement apprécié. Son âme est encore dans le brouillard de la spéciale et est ravivée à chaque triomphe car la promotion sortante a pour tradition de remettre son buste à la personnalité la plus appréciée et estimée des élèves.
Cette année, le Lanus est remis au colonel Juté, commandant les premiers bataillons de France, promotion capitaine d'Assalto. Mon général, mesdames, messieurs, c'est sur ce triomphe que s'achève le spectacle traditionnel 2026. L'Académie militaire de Saint-Cyr-Poitiers vous remercie d'y avoir assisté et espère qu'il vous a donné satisfaction. Nous tenons à remercier l'ensemble du personnel de l'Académie et les partenaires qui nous ont permis d'assister à ce spectacle exceptionnel dans la diversité des matériels terrestres et aériens présentés. Cette journée n'est pas terminée. Vous pourrez retrouver les véhicules ayant évolué